flotte navale russe arrive en Iran. Une guerre s'annonce. Salut à tous les amis, c'est Jurek, avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Merci infiniment de faire ce stop. Nous avons créé une nouvelle chaîne au nom de Mouekassens TV, que je vous encourage vivement. Allez-y, vous y abonnez. La semaine prochaine, on commence à y publier des vidéos totalement différentes. Faites-le maintenant s'il vous plaît. Regardez sur la boucle de description, il y a un lien. Cliquez là-dessus et allez vous y abonner. Si vous ne trouvez pas le lien, écrivez Mouekassens TV et abonnez-vous s'il vous plaît. D'accord? C'est fait? Super. La flotte navale russe, omanaise, on parle de Oman. Voilà Oman. Pour ceux qui connaissent pas Oman, on ne peut pas estimer que tout le monde comprend ce que c'est Oman. D'accord? Ok, russe, omanaise, arrive en Iran pour participer à l'exercice maritime de l'IONS. Ok, donc ce sont des exercices qui font très régulièrement, question de booster leur coopération. La flotte des navires de guerre russes omanaises sont arrivés dans les eaux territoriales iraniennes du Golfe Persique pour participer à l'exercice maritime IMEX 2024. C'est en effet un symposium naval de l'océan Indien qui est souvent organisé, qui sera organisé cette fois-là par la flotte sud maritime iranienne dans les prochains jours qui arrivent. Et évidemment, ceci dérange, vous savez qui? Dérange Israël. Pourquoi ça dérange Israël? Israël est en quête de réplique. Israël doit répondre aux attaques de l'Iran, comme prévu. Et soudainement, il y a une flotte navale russe. Et Vladimir Poutine a fait un commentaire brûlant, disant: vous n'avez pas le choix, mais de discuter au lieu de faire la guerre. Nous sommes en contact avec les deux parties. Et nous voudrions bien que cet échange de frappes illimité soit à un moment donné arrêté. Et nous voudrions que des moyens de règlement soient trouvés, et ça doit être des méthodes de règlement satisfaisant pour l'une partie et pour l'autre partie. Mais ici, il faut toujours chercher le compromis. Est-ce que les compromis sont possibles ou ne sont pas possibles? Je pense que les compromis sont possibles. Quoique difficile soit la situation, je pense que c'est possible. Il y a la place pour le compromis. Mais en fait, c'est un domaine très délicat. Il ne faut pas nous dépêcher et aller de l'avant ou en parler publiquement. Je pense que ce sera contre-productif. Et ça ne peut que nuire. Tant la recherche des issues, de telles issues, c'est quelque chose qui reste toujours d'actualité. Et si les parties prenantes s'y intéressent, nous serons prêts à y participer tout en prenant en compte les intérêts de l'autre partie et d'une partie et de l'autre. Avec l'Iran, nous avons des relations des alliés et nous nous sommes très sensibles à ce qui se passe dans ce pays. Nous voyons ce qui se passe par-ci et par-là. Alors, comment commenter ce qui s'était passé à l'Iran, ces frappes effectuées par Israël? Comment pourrais-je le commenter? Je tiens encore à souligner que nous sommes contre toute attaque terroriste, attaque qui vise par exemple Israël et les citoyens israéliens. Il ne faut pas l'oublier non plus. S'agissant des compromis, je pense que les compromis sont possibles. Si nos services sont d'actualité, en contact avec les deux parties, nous serons prêts à tout faire. On continue. Les représentants de plusieurs pays comme le Bangladesh, l'Inde, le Pakistan, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Thaïlande ont également atterri à l'aéroport international de Bandar Abbas pour participer à ce jeu de guerre en tant qu'observateurs. Ce sont des jeux de guerre évidemment qui se font très régulièrement par plusieurs pays qui peuvent être associés sur le plan militaire. Question de voir si jamais par exemple on attaquait la Chine, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que nos équipements sont en confonctionnement? Est-ce que nous pouvons collaborer, coopérer sans difficulté? Est-ce qu'on peut manager contre la Russie? Ce sont des jeux de guerre qui se font très souvent. Et généralement, ceux qui organisent les jeux de guerre sont ceux qui gagnent la guerre subitement. Pourtant, ces jeux de guerre sont censés être un moyen de tirer les informations nécessaires pour comprendre aussi ses imperfections, les améliorer. On a besoin de quoi en effet et comment on peut travailler ensemble. Alors cette fois-là, en tout cas, contrairement à la plupart d'occasions où on voit généralement les États-Unis et l'Ouest organiser des jeux de guerre ciblant à finir la Russie ou finir la Chine, cette fois-là, ce sont les Russes et d'autres pays. C'est très curieux de voir le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Thaïlande participer à ce jeu de guerre. Ceci aussi, quelque part, démontre le ras-le-bol de tous ces pays qui sont généralement exclus de G7, de machin, l'union de tout ça. Vous voyez un peu de quoi il s'agit. C'est le ras-le-bol. Alors, à l'arrivée de Poutine, il a dit, nous sommes arrivés en Iran, Israël doit s'arranger pour discuter avec l'Iran. Il a dit poliment, évidemment, mais utilisant des mots diplomatiques, nous pensons qu'il y a un moyen
de finir cette histoire dans le calme. Okay? Donc il faut pas continuer à faire ça parce qu'en effet, nous et l'Iran et nous avons des contrats de collaboration militaire. C'est-à-dire que quelque part, comme l'OTAN a des contrats parmi ces pays de l'OTAN et les États-Unis avec Israël, nous aussi avons un contrat avec l'Iran de protection. Donc gentiment, comme le dit Poutine, nous discutons avec le deux parts, nous discutons avec l'Iran, discutons aussi avec Israël pour pas que cette histoire se déchaîne. Mais c'est une façon gentille de dire n'osez pas frapper, sinon si vous frappez, nous sommes présents et nous serons dans ce cas obligés de réagir puisque nous avons un contrat signé avec l'Iran, un contrat de collaboration militaire. Alors les participants de l'exercice feront quoi? Les participants de l'exercice pratiqueront également des tactiques visant à assurer la sécurité du commerce maritime international, à protéger les routes maritimes, à renforcer les mesures humanitaires et à échanger les informations sur les opérations de sauvetage et de secours. Vous voyez ce qui se passe là? Ces gens-là seront en train de faire des exercices dans l'objectif d'acquérir une tacticité pour assurer la sécurité du commerce international, généralement géré par la Grande-Bretagne et les États-Unis. Mais aujourd'hui, ceux-là disent, nous aussi, on peut faire ça pour protéger les routes maritimes. Contre qui? Vous savez, les Américains vendent qu'il y a toujours les Russes qui vont attaquer les Chinois. Il faut améliorer le budget militaire parce que les Russes et les Chinois. Et aussi font de même, disons, pour protéger les routes maritimes, renforcer les mesures humanitaires et échanger des informations sur les opérations de sauvetage. Alors ce groupe regroupe 24 États riverains de l'océan Indien. Et ça réunit beaucoup de pays dans une réunion multilatérale. Alors ceci est important pourquoi? Ceci est important parce que je vais vous rappeler il y a quelques jours, les Américains sont partis en Israël. Pourquoi sont-ils partis là en Israël? C'était juste après que l'Iran ait frappé Israël de 200 missiles, atteignant quelques objectifs et aussi franchissant le dôme de fer, tant vanté pour ses capacités. Les Américains sont partis en Israël, une centaine de militaires américains avec le système THAAD. Okay. C'est quoi le système THAAD? C'est un système de protection antimissile dans l'objectif de renforcer les Israéliens dans leur défense. On a posé des questions ici, sachant si le dôme de fer était aussi ferreux, aussi fort, aussi invulnérable, pourquoi on aurait besoin de système THAAD américain pour renforcer? Le système THAAD, évidemment, doit être managé, articulé par des Américains, parce que c'est un système américain. Et pour l'instant, les militaires américains sont là sur place. Et l'Iran avait promis de finir tous ces militaires s'ils osaient seulement utiliser cette histoire. Les Iraniens ont-ils les capacités dont personne ne connaît? Ou peut-être des capacités souvent négligées d'information et de renseignement? Sont-ils capables de frapper leurs buts et leurs objectifs à désir, à volonté? Point d'interrogation. Maintenant, Vladimir Poutine, sans le dire ouvertement, il faut comprendre qu'il n'a jamais vraiment eu de problème avec Israël directement. Okay? Et si vous remarquez aussi, très intelligemment, pendant que Poutine menait sa guerre en Ukraine, Israël n'a pas réagi. Pendant qu'on votait, pendant qu'on parlait, pendant qu'on se préparait contre la Russie, Israël n'a jamais parlé. On n'a jamais parlé contre la Russie. Ils n'ont jamais envoyé d'armes pour combattre la Russie. Je ne sais pas s'ils en ont assez pour en envoyer, mais ils n'ont jamais fait de réaction ouverte, supportant ou soutenant l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la Russie est l'ami intime de l'Iran. Pour l'instant. En soutenant l'Ukraine, tu serais en train de provoquer directement la Russie pour qu'ils soutiennent l'Iran, qui est ton ennemi le plus farouche. Et l'Iran, qui soutient les Houthis, qui soutient Hezbollah, qui soutient le Hamas, risque d'être armé par les Russes. Parce que, évidemment, les armes, les explosifs, les systèmes viendront directement de la Russie. Et aussi, la Russie équipera de l'Iran, de Hezbollah, Hamas et les Houthis des renseignements nécessaires pour détruire finalement Israël. Donc vous voyez un peu, il est très calculé de savoir ce qu'il faut dire, sans vraiment faire du mal, continuer sa politique sans vraiment nuire à un probable ennemi, mais un ennemi doux. Alors les Russes ont dit, comme M. Poutine l'a fait, il faut trouver un moyen dans le calme. Pendant que les Américains sont en train de pousser l'idée selon laquelle il faut bombarder l'Iran, okay, il faut détruire à l'intérieur, il faut toucher des cibles précises, il faut peut-être, comme Donald Trump le disait, we have to be totally prepared, we have to be absolutely prepared, but when they asked him that question, the answer should have been, hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. Il faut détruire des cibles nucléaires, chose qui est absolument dangereuse parce qu'une réaction sera vraiment brutale. Ça sera la guerre dans le vrai sens du mot. Monsieur Poutine dit, lui, contrairement aux Américains qui sont prêts à la guerre, qui veulent inciter la guerre, c'est clair, c'est manifeste. Bon, inciter la guerre, comme ça, vous allez vendre des armes. Monsieur Poutine dit, Israël et Iran, trouvez des solutions à l'amiable. Poutine dit qu'ils sont en collaboration avec Israël et en collaboration avec l'Iran. En d'autres termes, nous sommes ici en exercice naval avec l'Iran, qui est votre ennemi direct. Vous avez les Américains chez vous avec le système THAAD. Donc, c'est-à-dire trouver des solutions à l'amiable. C'est-à-dire, puisque les Américains sont venus ici chez vous, avec un système THAAD préparant une attaque farouche, en réplique à l'attaque de 200 missiles, nous aussi, nous sommes en Iran, en train de faire nos exercices militaires. Mais je vous conseille de parler, de discuter, de trouver une histoire à l'amiable. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir.
Votre participation est très nécessaire. On aime vous lire, ça nous inspire. Nous vous savons très intelligents, alors ne partez pas sans laisser votre contribution. God bless.